Bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous. Bonjour Amsi, bonjour Fabienne. Je suis Marion Navarre. Moi, je dirige le périmètre Afrique et Moyen-Orient du cabinet d'Executive Search Morgan Phillips. J'accompagne maintenant depuis un peu plus d'une quinzaine d'années l'ensemble des groupes internationaux et des conglomérats africains dans toute leur stratégie de sourcing, d'attraction et de rétention de leurs meilleurs talents pour leurs filiales en Afrique. Et je suis aujourd'hui ravie d'animer ce We Are Talk avec Fabienne et Amsi pour justement nourrir la réflexion, échanger les bonnes pratiques sur tous ces enjeux du potentiel humain. Alors, pour l'audience qui nous accompagne aujourd'hui, je vous propose que dans un premier temps, Amsi et Fabienne se présentent l'une l'autre, de sorte que voilà, chacun puisse mieux faire connaissance avec l'ensemble des panélistes de ce We Are Talk. Amsi, la parole est à toi. Très bien, merci Marion. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Je suis actuellement directrice des ressources humaines pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour Novartis, donc qui est de l'industrie pharmaceutique. C'est une expérience nouvelle pour moi puisque je n'y suis que depuis 2 ans, donc une relative nouveauté. Avant ça, j'étais dans le secteur oil and gas au sein du groupe Shell, où j'ai aussi eu l'opportunité et la chance d'occuper un certain nombre de fonctions, un certain nombre de postes dans la fonction RH, donc généraliste comme spécialiste en tant que DRH, en tant que responsable des recrutements pour l'Afrique, en tant que talent development product manager. Donc voilà, un certain nombre d'expériences qui m'ont permis d'avoir quand même une relativement bonne compréhension de l'environnement ouest africain et au sens plus large africain en termes d'emploi, en termes de problématiques liées à la gestion de l'humain en entreprise et spécifiquement dans les multinationales. Pour rentrer sans rentrer voilà, dans les détails de ma carrière, je pense qu'on peut voir les détails sur LinkedIn, mais ce que j'aimerais dire et souligner en ce qui me concerne, c'est que j'ai une vraie passion pour les RH. J'ai fait toute ma carrière dans les RH malgré un double cursus communication et RH. Et j'ai aussi un intérêt réel pour tout ce qui est en train de se passer sur notre continent actuellement. Il y a de nouvelles dynamiques qui se mettent en place. On assiste à énormément de phénomènes qu'on a peut-être encore un peu de mal à analyser parce qu'on est dedans et on n'a pas encore suffisamment de recul. Mais d'un point de vue de management et d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue RH, il y a quand même beaucoup de choses qu'on commence à noter et qui méritent qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger dessus et qu'on puisse voilà, jouer ce rôle de moteur dans l'entreprise. Je crois fermement que la fonction RH doit être ce moteur dans l'entreprise et cette locomotive qui permet justement d'embarquer le business vers ces nouvelles tendances en pleine conscience des enjeux et des difficultés qui sont propres à notre continent, propres à nos différents pays. Donc voilà, la parole à toi Fabienne. Merci Amsi. Merci Amsi. Merci Marion pour l'invitation. Je suis ravie de partager avec vous toutes et vous tous. En ce qui me concerne, donc je dirige les activités de LinkedIn pour la France. J'ai rejoint LinkedIn il y a maintenant un peu plus de 3 ans, après de nombreuses années passées chez IBM, puis chez Manpower Group, donc une double compétence digitale et RH qui m'a amenée tout logiquement chez LinkedIn, puisque notre propos, il est d'accompagner les professionnels et les entreprises sur leur parcours professionnel et économique. Et nous accompagnons les entreprises sur 4 natures de sujets, évidemment au premier rang desquels l'ensemble des sujets relatifs à la gestion des talents, et on y reviendra pendant notre échange. Des sujets de marketing et de communication, puisque sur LinkedIn, les entreprises ont l'opportunité d'accéder à une audience professionnelle. Des sujets de social selling, comment est-ce qu'on peut utiliser une plateforme telle que LinkedIn pour équiper une force de vente commerciale et quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis enfin, des sujets de formation. Et en ce qui concerne les professionnels qui viennent sur la plateforme, ils viennent sur LinkedIn pour y trouver 3 ingrédients. Le premier, c'est chercher un emploi.
qu'ils soient actifs dans leur recherche ou tout simplement en veille, qu'ils cherchent à l'extérieur ou dans leur entreprise, et on y reviendra fort probablement, mais lorsqu'on cherche une mutation à l'étranger, lorsqu'on cherche une mobilité, lorsqu'on cherche à changer de filiale dans un groupe parfois un peu complexe en termes de lisibilité, très souvent les professionnels vont sur LinkedIn et les managers pour recruter vont sur LinkedIn pour se repérer. Le deuxième ingrédient que viennent chercher les professionnels sur la plateforme, c'est travailler leur réseau professionnel et échanger. C'est ce qu'on est également en train de faire ensemble aujourd'hui. Et enfin, le troisième sujet, ce sont les sujets de contenu, puisque sont à disposition des contenus de formation et des contenus sur des perspectives économiques et professionnelles à destination des personnes et des membres qui se connectent. Voilà ce qui occupe les journées des équipes LinkedIn et les miennes en particulier. Merci beaucoup Fabienne. Je pense que ces échanges vont être effectivement riches et fructueux. Vous avez chacune une solide expérience et certainement beaucoup de bonnes pratiques à partager. Je vous propose que nous démarrions du coup tout de suite ce talk qui va s'articuler autour de 3 piliers principaux. Le sourcing de candidats qui reste évidemment un enjeu, les problématiques d'attraction et de rétention des candidats qui est à mon avis un deuxième défi pour les groupes qu'ils soient internationaux ou africains et panafricains, et bien entendu d'aborder ensemble aussi ce sujet aujourd'hui qui est également incontournable autour de la marque employeur qui grandit de plus en plus au sein des groupes. Nous aurons environ 45-50 minutes de discussion avec Fabienne et Amsi autour de ces 3 piliers, et bien entendu pour l'ensemble des participants, une trentaine de minutes réservées au Q&A à la fin, et j'espère que vous serez nombreux à alimenter ce débat autour de vos questions. Alors, discutons tout de suite du premier pilier autour de sourcing de candidats. On sait qu'aujourd'hui, les groupes disposent de solutions assez efficaces, objectivement, pour sourcer des candidats en temps réel. Néanmoins, moi, en tant que recruteuse, et pour échanger au quotidien avec mes clients, avec des candidats, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sujet se trouve aussi beaucoup sur l'accès aux candidats en avance de phase, sur l'anticipation des meilleurs candidats dont on pourra avoir besoin à court et moyen terme, et du coup, sur l'identification des futurs compétences aussi qui feront gagner au groupe des parts de marché, du coup que ce soit au travers de mapping de compétences, de constitution de talent pool. L'anticipation est à mon sens un véritable facteur clé de succès. Fabienne, on sait que LinkedIn est un formidable outil, justement tu l'as bien dit, de mise en relation sur les réseaux, mais c'est aussi une plateforme capable de fournir des datas extrêmement précises. Je pense notamment à l'outil LinkedIn Insight que nous, en tant que recruteurs, utilisons également. Du coup, comment vous, au sein de LinkedIn, justement, vous vous positionnez pour accompagner les entreprises sur ce sourcing prédictif aujourd'hui? Effectivement, Marion, tu l'as souligné, la colonne vertébrale de LinkedIn, c'est ce que nous appelons l'économigraphe ou la cartographie digitale des emplois et des compétences, puisqu'en fait, pour bien visualiser ce que fait LinkedIn, c'est 690 millions de membres dans le monde, 19 millions en Afrique, 19 millions en France. Pour la France, c'est à peu près 70% de la population active française. Chacun d'entre eux déclarant, puisque lorsqu'on a un profil, on déclare ses compétences, on déclare son titre, son emploi, ses changements d'emploi également. Donc, chacun d'entre eux déclarant un certain nombre d'informations sur son parcours professionnel. La deuxième composante de cette cartographie digitale, ce sont les 50 millions d'entreprises qui sont présentes sur la plateforme et chacune d'entre elles postant plusieurs millions d'offres d'emploi en permanence. Donc, ça donne un troisième point de données. Et puis, le quatrième point de données, c'est une taxonomie de 36 000 compétences dans le monde, 33 000 en France en particulier, et 90 000 écoles connectées dans le monde, et chacune d'entre elles déclarant également les étudiants qui vont venir sur le marché, la nature des compétences dont ils disposent, le type d'emploi qu'ils recherchent. Quand on visualise ce continuum, on voit très bien la cartographie et donc la nature des datas prédictives et tendancielles que nous sommes en capacité de donner à l'échelle d'un pays, d'un continent évidemment, d'un pays, d'une entreprise, d'un bassin d'emploi
pour pouvoir faire ce ciblage. Donc ça permet de cartographier assez précisément les compétences dont on a besoin et aussi et surtout où aller les chercher. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se benchmark par rapport à telle ou telle ville où on souhaite s'implanter, comment est-ce qu'on se benchmark par rapport à d'autres entreprises concurrentes et puis aussi et surtout, comment est-ce qu'on va essayer d'aller identifier des viviers de compétences et de talents en dehors du spectre classique. Je vais prendre un exemple. Je m'appelle NJ, par exemple. Je cherche des compétences digitales. Je ne vais pas aller forcément les chercher chez un de mes concurrents. Je vais aller les chercher chez Google ou je vais aller les chercher chez Microsoft, par exemple. Et je vais me comparer à des entreprises qui ne sont pas forcément sur ma nature de marché pour aller étendre ma zone de recherche sur les compétences dont j'ai besoin. Voilà la nature de données que nous sommes en capacité de mettre à disposition des entreprises et la manière dont nous accompagnons les entreprises pour faire cette identification et cette prédiction. D'accord, effectivement, très utile encore une fois pour anticiper et être sûr d'avoir justement l'information en temps réel, qui je pense est quand même un bien ultra précieux. Amsi, toi tu l'as justement souligné, tu as une connaissance de par ton poste actuel, donc Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi finalement panafricaine. Comment tu arrives toi justement à anticiper les futurs besoins de tes filiales et justement les futures compétences dont au sein de Sandoz ou même de Shell par le passé, tu pouvais avoir besoin. Et je ne sais pas, comment tu es outillé, toi, finalement, en termes de veille de compétences? Alors, en général, de manière très pragmatique, ce qui drive la veille de compétences, c'est quand même les besoins du business et l'évolution qu'on note ou qu'on peut anticiper ou qu'on constate, parce que parfois, ça se fait a posteriori. Donc, l'évolution qu'on peut constater sur les pratiques, sur les évolutions de l'activité et quand on prend comme référence nos groupes multinationaux, là, c'est les changements éventuels de business model, c'est les changements éventuels de stratégie. Et là, la difficulté pour la fonction RH, c'est justement de pouvoir faire en sorte que ces orientations stratégiques-là sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle, match avec la réalité locale, avec les besoins spécifiques des marchés propres à chaque pays. Parce qu'il y a une chose que je dis souvent, on en a souvent discuté, Marion, que je vais répéter là, on prend souvent l'Afrique comme un ensemble, on prend souvent un gros bloc homogène comme ça, pas du tout. Il y a des problématiques très particulières selon les régions, selon les pays dans une même région. Et forcément, cette veille en matière de compétences, cette recherche en matière de compétences, elle prendra une forme différente selon cette hétérogénéité-là qu'il faut rappeler. Pour en revenir à ce que j'ai pu expérimenter par le passé, comme je le disais, en général, voilà, c'est vraiment les outils très classiques de gestion RH, de préparation. Je te donne un exemple tout simple, des plans de succession, en termes de workforce, de quoi est-ce que j'aurai besoin dans les années à venir. Donc ça, c'est pour le côté quantitatif. Et qualitativement, encore une fois, en termes de compétences, de capabilities réellement dont on a besoin dans l'organisation, c'est vraiment lié à l'évolution du marché et aux nouveaux besoins exprimés par son entreprise, son organisation. Je donne un exemple. Fabienne a évoqué tout à l'heure tout ce qui relève du digital. C'est relativement nouveau, c'est relativement récent comme orientation en termes de business et en termes de façon d'aborder l'activité et le travail. C'est encore plus nouveau pour nous sur nos continents, puisqu'il faut greffer en plus de la question de la compétence tous les enjeux technologiques en termes d'innovation, etc., qui peuvent se greffer derrière. Et donc, on ne peut pas vraiment parler à ce moment-là, on ne peut pas vraiment parler d'anticipation sur le long terme, mais plutôt de réaction à une tendance qu'on constate, qu'on essaye d'anticiper dans le cadre en général des politiques d'innovation des entreprises en général et qui finalement impactent la recherche de talent, impactent RH. Et pour ne pas, pour rester ce moteur de business,
parfois, on est un peu en parallèle dans la mesure où on peut garder un certain nombre de profils sous la main. Ça m'est arrivé, par exemple, de garder un certain nombre de profils sous la main. On n'en a pas exprimé encore le besoin, on en a parlé de façon très vague. On ne se rend pas forcément compte qu'on va dans cette direction et qu'on aura besoin, je dis n'importe quoi, de spécialistes justement d'analyse des données, de business intelligence, etc. dans les entreprises. Le besoin est très flou et tout à coup, il se manifeste. On se rend compte que dans d'autres régions du monde, dans notre activité, cette fonction-là existe. À ce moment-là, ça peut être utile, effectivement, d'avoir joué ce rôle-là, d'avoir mappé un certain nombre de talents ou de compétences, que ce soit sur LinkedIn ou sur les marchés. Donc, voilà, je ne peux pas parler d'une approche forcément structurée sur le long terme en ce qui me concerne, mais c'est vraiment cet effort conscient de rester très proche du business, et c'est là où vraiment tout le sens, tout le concept de business partner pour RH, pour la fonction People and Organization prend son sens. Parce que si on ne comprend pas l'activité, on n'est plus en mesure justement d'accompagner ce qu'on constate très souvent. On n'a pas toujours la latitude d'avoir de la visibilité sur les 5-10 ans à venir. On est souvent sur du court ou du moyen terme. Et donc, voilà, c'est vraiment cette fonction de business partnering qui permet de comprendre les enjeux, qui permet de comprendre la vitesse à laquelle ça va. Parce qu'il ne faut pas se mentir, en général, sur nos continents, les multinationales ont leurs grandes orientations stratégiques qui nous arrivent parfois. On a peut-être une certaine latitude d'adaptation, de customisation, mais très souvent, voilà, on n'a pas forcément toute la latitude de réfléchir sur 5-10 ans ce que je veux faire, donc comment j'oriente mon activité, etc. Donc voilà, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre l'expérience et la pratique empirique, on va dire, de la veille en termes de compétences requises, et puis cette nécessaire ouverture à ce qui peut se faire sur le marché, sur notre continent ou ailleurs. Ok. Merci Amsi. Effectivement, il y a un jeu d'équilibriste à gérer en permanence. Pas évident d'avoir la tête sur l'instant T dans le guidon et puis en même temps se projeter dans le futur. Un dernier point sur le sourcing que je voulais aborder avec vous deux. Moi, en tant que du coup recruteuse, chasseuse de tête, je constate que les candidats sont aujourd'hui quand même extrêmement actifs, se marketent de plus en plus, alors de manière plus ou moins efficace. Objectivement, est-ce que vous deux également, au regard de vos parcours professionnels dans de grandes entreprises, vous constatez vous aussi que voilà, les candidats sont de plus en plus, encore une fois, dynamiques à se marketer et à se rendre visibles, et du coup, comment ça influe aussi votre approche du sourcing? Est-ce que ça le facilite? Est-ce que ça le complexifie? Est-ce que vous allez chercher dans quelle granularité pour maintenant benchmarker les candidats les uns des autres? Amsi ou Fabienne? Alors, tu veux commencer? Je vais commencer en disant que LinkedIn est une grande source de recherche et de sourcing de candidats pour moi. Coucou Fabienne. Concernant la visibilité des candidats et la capacité à développer leur propre marque aussi, à développer leur personal branding, oui, clairement. Moi, j'ai pu constater une évolution, j'ai pu constater une vraie conscience justement de cette notion de personal branding, de marque personnelle, de nécessité de se démarquer d'une offre qui peut être importante et la nécessité justement de montrer dès le moment de la recherche une différenciation ou éventuellement une valeur ajoutée par rapport à d'autres candidats. Et je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Parce que finalement, en tant que recruteur, qu'est-ce qu'on recherche quand un employeur a un poste à pourvoir? Au-delà de la compétence, au-delà des aptitudes techniques, des compétences techniques, il y a aussi tout ce côté savoir-être, tout ce côté assertiveness du candidat, tout ce côté proactif, capacité à s'exprimer, capacité à communiquer, capacité à véhiculer justement une image ou un message qui est clairement articulé. Et quand on arrive à détecter ces aptitudes-là
dès la recherche d'emploi du candidat, quand elle est à son initiative, voilà, on aura quand même cet a priori positif en termes de capacité à se mettre en avant, capacité à prendre les choses en main, à prendre sa carrière en main aussi, ce qui aide par la suite dans l'organisation. Donc voilà, c'est des attitudes que personnellement j'apprécie, parce que je pense qu'elles sont aussi l'indicateur d'un certain nombre de qualités qui sont utiles par la suite. Et je pense que c'est important parce que oui, autant les entreprises ont à se différencier aujourd'hui, on va parler de la marque employeur, etc. Autant en tant que candidat, en tant que chercheur d'emploi, en tant que professionnel, j'ai aussi un enjeu de ma marque personnelle en tant qu'employeur. Et on voit clairement ces notions-là évoluer en parallèle, des entreprises qui cherchent à attirer par leur marque employeur, par tout ce qu'elles ont à offrir, mais des candidats aussi qui de plus en plus savent identifier ce qui les différencie d'un autre et ce qui va faire que dans leur carrière, ils auront une trajectoire qu'ils auront pensée et sur laquelle ils travaillent, qu'ils ne subissent pas, comme ça pouvait être le cas peut-être il y a quelques années où on entre dans une boîte et puis bon, on aspire à y rester des décennies, à y prendre sa carrière. C'est résolument terminé, cette époque-là. Et je pense que ça tient aussi beaucoup à de plus en plus cette capacité des professionnels à être acteurs et à prendre en charge leur image, leur carrière, leur développement et leur vie professionnelle d'une manière générale. Merci Annecy pour votre réflexion. Fabienne ? Alors, nous, le retour d'expérience que je peux donner, il se fonde sur ce que nous faisons aux côtés des entreprises que nous accompagnons sur ce sujet-là. On a parlé tout à l'heure de l'identification des talents de pool via Insight, mais si on est plus individuel dans le ciblage et le contact, la mise en relation des candidats, en fait, nous avons la capacité aujourd'hui de fournir aux recruteurs, et Annecy l'évoquait, en particulier 3 natures d'information. Évidemment, la nature de l'information sur le candidat lui-même, ses compétences, son passé professionnel, son expertise. La deuxième nature d'information qui est extrêmement importante et qu'Annecy évoquait également, ce sont les informations de type affinitaire. Est-ce que ce candidat s'est intéressé à ma marque employeur? Est-ce qu'il a suivi ma page? Est-ce qu'il suit mes dirigeants? Est-ce qu'il est connecté avec certains de mes collaborateurs? En gros, est-ce qu'avant l'entretien, il a un intérêt particulier pour mon entreprise? Et à l'inverse, lorsque on est amené à conseiller les professionnels, on leur conseille également de liker, de suivre les pages, de s'engager avec l'entreprise ou les entreprises qui les intéressent, parce que cette affinité-là, elle va participer non seulement du ciblage, mais aussi, je vais employer un anglicisme, mais du fit initial qu'il va y avoir entre le recruteur et le candidat. Et puis enfin, troisième nature d'information qu'on apporte également aux entreprises et qu'elles recherchent, ce sont les informations en termes d'intention. Est-ce que ce candidat, au regard de son parcours et de son évolution et des tendances qu'on connaît, a une propension à prendre un nouveau job, a une propension pour venir dans cette nature de secteur d'activité? Est-ce qu'il est également en recherche active? Et ça, c'est un filtre qui existe de manière extrêmement simple. Bref, des informations qui permettent ce ciblage individuel. Enfin, le deuxième sujet qui me paraît être extrêmement important, et Annecy l'évoquait également au début de notre propos, c'est la qualité de la conversation avec le candidat sur la durée et les candidats sur la durée. Parce que on va engager un dialogue qui va être le plus ciblé possible. Et puis, il peut se faire que ce poste il ne soit pas forcément approprié pour le candidat en question, ou que finalement le business ait changé d'avis parce que tout va très vite et que le poste s'ouvre beaucoup plus tard. Bref, on va devoir, pour X raisons, se dire, bon, bah, finalement, on n'embauche pas ce candidat. Pour autant, on va avoir besoin de faire 2 choses. La première, c'est
avoir un dialogue sur la durée qui était suffisamment qualitatif pour que lorsqu'on va le recontacter, peut-être plus tard, ce candidat se dise « j'ai eu une très bonne relation, j'ai eu une très bonne expérience candidat et donc je suis d'accord pour reprendre le dialogue ». Ou bien, on va avoir également besoin que ce candidat nous référence, c'est-à-dire que lorsqu'il parle à un autre diplômé de sa promotion ou à un autre collègue de travail, ils se disent « avec cette entreprise-là, vraiment j'ai eu une très bonne expérience, je t'invite à les suivre, je t'invite à engager avec eux ». Donc, on a pensé et on pense le parcours de sourcing et de recrutement un peu à l'image de ce que faisaient les directions marketing il y a maintenant quelques années avec l'expérience client qui consiste à le penser de bout en bout sur la qualité du dialogue, la qualité de la relation engagée entre le recruteur et les candidats. Et même si le candidat n'est pas recruté, pour que ce dialogue se poursuive et pour que la référence se fasse. Oui, tout à fait juste. Effectivement, on reviendra de toute manière plus tard dans ce talk justement sur l'expérience employée et aussi donc du coup l'expérience candidat qui est aujourd'hui une des grosses attentes de tous les profils qui peuvent être sur le marché ou en tout cas ou sensibles à d'autres opportunités. Je vous propose qu'on aborde maintenant le deuxième point sur effectivement le sujet de l'attraction et de la rétention des talents. On est aujourd'hui tous convaincus et c'est évidemment c'est un peu une tarte à la crème de le dire aujourd'hui, mais bon, évidemment, la guerre des talents est bien réelle sur le marché des compétences. Moi qui suis donc sur l'Afrique depuis une quinzaine d'années, je pense que cette guerre des talents est particulièrement dynamique, même si elle est, comme l'a souligné Amsi, très hétérogène, très diverse à l'échelle d'un continent qui regroupe quand même 54 pays. Et justement là-dessus, Amsi, toi qui gères aujourd'hui plusieurs pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et qui a donc cette vision panafricaine, est-ce que tu as une approche différenciée en termes d'attraction, de rétention des talents? Est-ce qu'il faut considérer que l'hétérogénéité qu'on connaît sur le continent se retrouve aussi dans ces politiques d'attraction et de rétention? Est-ce qu'éventuellement tu as aussi des exemples en tête concrets sur du sur-mesure que tu as pu déployer selon qu'on parlait du Sénégal, du Cameroun ou voire même entre l'Afrique du Nord et l'Afrique anglophone? Pour répondre à ta question, je vais faire référence plus à mes expériences passées, où clairement, oui, l'approche pour recruter en Afrique du Nord est différente de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Sud constitue un marché aussi totalement différent, avec des contraintes et des problématiques socio-culturelles différentes aussi qui influencent le recrutement et les politiques de recrutement également. Donc oui, clairement, l'hétérogénéité est à prendre en compte. Oui, clairement, l'approche ne sera pas la même. Le type d'action la quantité de ressources disponibles même par marché ou par région n'est pas la même. Le type d'outils de recherche n'est pas la même, ça c'est clairement établi. Maintenant, pour circonscrire un petit peu ma réponse à mon scope actuel, qui est plus effectivement la région Afrique de l'Ouest et centrale, par grands ensembles sous-régionaux comme ça, certaines différences peuvent être gommées, mais en même temps, il y a un paramètre à prendre en compte aussi quand même, c'est les différences culturelles qui perdurent et qui perdurent aussi, qui apparaissent aussi dans le type de conversation qu'on va avoir avec les candidats, ce qui peut être un facteur d'attraction ou de rétention dans un environnement par rapport à un autre, etc. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'attractivité ou de rétention ou d'outils de sourcing. Ce dont je peux parler encore une fois, c'est de l'expérience en multinationale. Et en multinationale, on a quand même des stratégies qui restent cohérentes sur ce type de sous-ensemble-là, parce qu'ils sont justement un sous-ensemble, parce qu'il y a une similarité de besoins, de type de marché, de maturité du marché de l'emploi dans ces zones-là. Donc, il y a une raison derrière, au-delà de l'hétérogénéité dont on peut parler sur le principe. Et ça va faire que non, en réalité, l'approche du recrutement, pour moi, va être la même. La difficulté à trouver
la bonne ressource selon les marchés et selon les pays, c'est à ça que c'est là que ça va se jouer en réalité. Et donc pour ça, le seul moyen finalement, c'est de multiplier les sources. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'industrie pharmaceutique dans laquelle je suis, c'est une industrie qui est relativement petite, qui est relativement fermée, on va dire, avec un type de profil qui est très particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la guerre des talents, oui, elle va être ardue parce que les profils qu'on cherche sont dans cette industrie-là et sont dans ce milieu-là, qui est un milieu relativement clos. C'était radicalement différent dans une autre industrie, oil and gas, bon pareil, hein, on peut dire que certains profils spécifiques liés à la distribution, aux métiers techniques, etc., vont se retrouver dans cette même industrie-là. Mais la palette de profils génériques, et quand je dis génériques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propres à un métier ou au métier du oil and gas, donc par exemple, toutes les fonctions support, les ingénieurs, les fonctions commerciales, etc. Et là, oui, on peut parler d'un champ de guerre plus large où ça va se jouer à la visibilité de l'employeur aussi, à la capacité à mapper sur le long terme, et ce dont tu parlais tout à l'heure, Fabienne, est très important et très pertinent pour moi, cette capacité à maintenir le dialogue avec un candidat sur le long terme. Et on n'est pas forcément bon à ça. On a ce biais naturel en tant que DRH qui va être de dire, voilà, j'ai besoin d'un candidat maintenant. J'entretiens la relation avec lui maintenant. Pour une raison ou pour une autre, je ne le recrute pas ou je n'ai plus besoin de ce profil. Ce n'est pas dit que je maintienne la relation et que j'investisse de l'énergie à maintenir cette relation, et il y a de fortes chances que je ne réapparaisse qu'un an après quand j'aurai à nouveau besoin de lui. C'est moche, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un travers que je dois avouer, et je pense que beaucoup de DRH se reconnaîtront, à moins d'avoir une équipe, une structure qui peut vraiment prendre en charge la marque employeur, la présence sur les réseaux sociaux, un vrai community manager, une vraie gestion des applications, etc. C'est très dur de maintenir cette relation à long terme, mais sur certains profils et sur certains candidats qu'on peut identifier au fil de la recherche, c'est important parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je peux avoir conscience que l'année prochaine, mon business va évoluer d'une certaine manière, et ce profil-là, je le vois bien pour ce type de poste-là. Donc, je maintiens une relation. Je crée déjà une connexion avec le line manager qui recrute. Et j'essaye de maintenir comme ça cette relation-là sur le long terme. Ça se joue beaucoup à ça dans les petits marchés ou dans les industries fermées où c'est finalement le même type de profil qui tourne. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, on ne recrute que sur la base du relationnel. Je le dis aussi parce que c'est un biais, c'est un préjugé qu'on a souvent qui, pour ce que j'en pense personnellement, est faux. Il faut qu'on arrive à dissocier justement dans l'esprit du candidat la notion de networking et de contact en vue d'une relation qui peut aboutir ou non à un recrutement. Mais en tout cas, voilà, dans une perspective voilà, de networking. Et puis, le côté, je maintiens une relation en pensant que c'est parce que je connais le directeur commercial 2 ou parce que je connais le DRH 2 que je trouverai un poste. Pas du tout. Il y a vraiment une différence d'approche, une différence de positionnement, même dans ces deux types de relations pour le candidat. Et voilà, c'est important de le souligner aussi. La place du networking et du relationnel est la même qu'ailleurs. Il faut essayer de casser un peu ce préjugé-là qui est de dire si je ne connais pas personnellement tel ou tel décideur, je ne trouverai pas d'emploi. Non, et j'en suis la preuve vivante. Si vous me permettez cette anecdote-là, à la fin de mes études, en 2000-2001 à Lyon, je suis rentrée au Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir une période de chômage relativement courte, mais mes premières expériences professionnelles, mon premier CDD à mon retour, c'était vraiment le fruit de je me suis levée, j'ai envoyé le CV, je suis allée,
voilà, j'ai envoyé des CV de manière relativement anonyme et j'ai obtenu un emploi comme ça, sans connaître personne dans cette boîte-là. Donc voilà, ce n'est pas un cas général, mais encore une fois, ça montre qu'il faut en finir avec certaines généralisations, certains a priori, et faire très attention à notre compréhension de ces différentes notions-là. Le networking qui est nécessaire ne signifie pas le relationnel qui seul peut me permettre d'obtenir un emploi. Désolée pour la digression, désolée pour la réponse longue, mais voilà ce que je voulais dire par rapport à ta question. Non, mais aucun souci, MC. Et tu as raison, je pense, d'avoir fait cette digression sur justement le côté relation que chacun peut avoir avec des supposés directeurs généraux, directeurs financiers, peu importe. J'adhère à 200% effectivement à ton opinion qui est qu'aujourd'hui, se revendiquer d'un réseau pour décrocher un emploi, objectivement, ça n'a quasiment plus lieu d'être. Et ça n'a ni lieu d'être à Paris et ça n'a lieu d'être ni à Abidjan, ni à Dakar, ni à Casablanca, ni à Lagos. Clairement, aujourd'hui, tous les clients qui nous sollicitent, tous les candidats qui nous sollicitent, leur premier argument sont les compétences, les compétences et les compétences. Et absolument pas, je suis amie avec un tel, donc Marion, je veux être sur la shortlist. Non, ça ne marche effectivement absolument pas comme ça. Et ça peut même porter préjudice. Hein. Désolée de t'interrompre. Ça peut même porter préjudice. Exactement, oui. Donc, mais voilà, c'est une fausse idée hein, et c'est un faux bon ami, hein, si je puis dire, de croire que seul le réseau peut aider des candidats à décrocher un poste. Les compétences, le savoir-être, le soft skills aussi. On parle de hard et de soft skills. On pourra revenir dessus, mais je pense que ce sont vraiment les deux piliers pour le coup majeurs que recherche tout employeur aujourd'hui pour ses talents. Hein. Fabienne, maintenant j'ai une question pour toi aussi parce que tu as dit en amont, hein, tu as quand même une carrière riche dans des industries, en tout cas variées, chez IBM, Manpower, aujourd'hui chez LinkedIn. Je pense que tu as nécessairement été confrontée à ce sujet de comment m'assurer de l'engagement, du taux d'engagement maximal, de la satisfaction maximale de mes employés, des talents que j'ai. Moi, je constate en Afrique que le marché des candidats est quand même très volatile. Je pense que là-dessus, on aura quand même un consensus. Et alors justement, Fabienne, comment toi, tu peux arriver à déterminer, à analyser ce taux d'engagement des salariés qui, à mon avis, est quand même un levier extrêmement important pour garantir aux entreprises une véritable croissance, une progression. Sans engagement des salariés, finalement, le business est très compliqué. Hein. Oui, alors absolument. Mais si tu le permets, je vais peut-être un instant revenir sur la question précédente concernant l'attractivité et la marque employeur. Ce qu'on constate et la manière dont on travaille, ça consiste à se dire, et c'est particulièrement vrai sur des marchés où le vivier de talent il est somme toute assez clos ou restreint. Ça consiste à se dire, in fine, lorsque une entreprise s'adresse à son audience en termes de communication, un professionnel va être tour à tour candidat, collaborateur ou client. Et dans son parcours, dans sa vie professionnelle, il va évoluer selon les trois typologies. Donc, ça implique qu'en termes de communication, la communication marque employeur, la communication corporate et la communication produit soient parfaitement alignées. Et lorsqu'elles sont parfaitement alignées, il y a un cercle vertueux qui montre, et on a les données très quantitatives pour démontrer ça, que communiquer de la même manière et de manière très ciblée sur ces trois audiences en permanence rejaillissent de manière bénéfique sur chacune des trois. Donc ça, c'est un premier cercle vertueux qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on est RH, qui est d'avoir un partnership avec les équipes de com et de marketing extrêmement fort pour travailler ces sujets-là. Le second sujet, c'est que, Amsi l'évoquait concernant la nature du réseau et du relationnel, c'est que pour un professionnel, il est effectivement parfois important d'être connecté avec tel ou tel, mais le fond de l'affaire, c'est surtout de bien connaître l'entreprise et d'en maîtriser
la mission, la vision, les offres et de se dire est-ce que culturellement j'adhère et je vais apporter quelque chose à cette entreprise. Et on ne le fait que mieux lorsqu'on est connecté avec des collaborateurs de cette entreprise, quels qu'ils soient. À l'inverse, de manière miroir, on invite effectivement les entreprises à s'appuyer sur le réseau de leurs collaborateurs. Parce que qui de mieux pour porter la parole de l'entreprise, les coulisses de l'exploit et la manière dont on y vit que les collaborateurs de l'entreprise. Et là, on a une audience organique via les collaborateurs de l'entreprise et un accès à des talents surmultipliés. Donc, en termes d'attractivité, avoir à l'esprit cette convergence candidat, client, collaborateur, elle est extrêmement importante. Pour revenir à la seconde question sur l'engagement. Là aussi, on en revient toujours au sujet de la donnée. Comment est-ce que je suis en capacité d'avoir de manière très fine, en réel, le pouls de mon entreprise par équipe sur des sujets instantanés, de manière extrêmement simple et souple. Et comment est-ce que je suis également en capacité d'avoir du feedback pour, en termes de rétroaction, former les managers, apporter le bon niveau d'information, apporter le bon niveau de communication. C'est ce que nous faisons effectivement avec quelque chose qui s'appelle Glint, qui permet de faire de manière extrêmement souple ces enquêtes, alors, soit très importantes, soit à la demande sur quelques petites questions. Je vais prendre notre exemple chez LinkedIn. Pendant toute la période de confinement, on avait besoin de prendre en permanence la température, savoir comment allaient nos équipes, savoir ce qu'il fallait faire de mieux pour les accompagner ou de différent. Et donc, toutes les 2-3 semaines, nous avons pris le pouls en temps réel avec uniquement un jeu de 4 à 5 questions clés pour pouvoir avoir cette tendance-là. C'est ça qui permet de mesurer l'engagement, couplé évidemment avec les actions de communication qui vont bien. Mais on ne peut faire ces actions de communication sur le fond et sur la forme de manière extrêmement précise que si on sait le besoin et si on connaît les attentes des collaborateurs. Merci Fabienne, effectivement. Le secret réside toujours dans l'information et donc la data aujourd'hui, clairement. Je voudrais qu'on revienne sur un point qu'on a déjà quand même abordé, qui est la fameuse expérience employée, pour créer une sorte de mimétisme avec l'expérience client qui est venue des services marketing. Mais c'est vrai que je pense on le sait tous, quand on échange dans nos réseaux personnels, moi avec des candidats, et même les entreprises d'ailleurs finalement, on a beaucoup de remontées comme ça, de narratifs qui parlent de frustration, d'insatisfaction dans sa vie quotidienne, dans l'entreprise ou pour l'entreprise, dans ses capacités parfois à organiser sa vie des salariés. On parle parfois de manque de mobilité, de manque de formation, de SIRH quand même un petit peu vieille école si je puis dire, ou d'assessment mené mais sans réelle finalité, d'absence de onboarding. Vous, toutes les deux, finalement, la question s'adresse à vous deux, mais que ce soit chez LinkedIn, chez Novartis pour toi, Amsi, ou même par le passé chez Shell, si vous deviez nous décrire une ou deux bonnes pratiques que vous avez peut-être mises en place ou que vous encouragez pour faire de l'expérience employée un véritable facteur clé de succès, d'adhésion, d'engagement pour les employés, quel serait-il? Je peux commencer aussi, si tu veux. Fabienne. En fait, chez LinkedIn, on a beaucoup de chance parce qu'on s'appuie sur un socle de culture et de valeurs qui nous ont guidés depuis la toute création de l'entreprise et qui résonnent de manière extrêmement quotidienne et qui nous donnent des grilles de lecture et d'action qui permettent de prendre nos décisions. Et je vais prendre l'exemple de la crise Covid qu'on vient de traverser. On ne savait pas, et même encore maintenant, quelles allaient être nos décisions, comment naviguer dans cette incertitude. Et Marion, tu me posais la question sur la réouverture des bureaux. C'est un exemple. On ne sait toujours pas aujourd'hui à quel rythme et sous quelle modalité nous allons réouvrir. Pour autant,
nous l'avons fait, nous avons, dès le tout début, communiqué la grille d'analyse à l'ensemble des collaborateurs selon trois piliers pour leur dire, voilà, quelles que soient les décisions et les actions que nous allons les prendre selon ces trois piliers de décision. Et voilà la manière dont nous allons forger ces actions et ces décisions pour donner une clarté, une lisibilité et un fil rouge. Et je crois que la meilleure pratique, c'est avant toute chose donner de la clarté et de la lisibilité sur la durée. La deuxième des choses, c'est la primauté du feedback. De manière, et ce qu'on appelle chez nous, et c'est l'un des socles, l'un des ingrédients de notre socle de culture et de valeur, qui est de donner un feedback qui soit ouvert, honnête et constructif. Et constructif au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire parfois courageux, mais toujours le faire. Rien n'est de pire dans une organisation que des managers, pour des tas de raisons, qui n'ont pas le courage, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, l'authenticité suffisante pour dire au bon moment à un collaborateur ce qui va bien, ce qui mérite d'être renforcé et qui attendent sur la durée qu'une situation se détériore ou qu'un malentendu s'installe pour in fine prendre une décision radicale. Et je pense que la culture du feedback de manière ouverte, pragmatique et fondée sur des exemples, c'est la meilleure des pratiques. Enfin, je conclurai mon propos. Chez LinkedIn, on a une ligne force et qui, encore une fois, nous a beaucoup conduit et beaucoup soutenu pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, qui est de faire très peu de choses, mais de les faire bien. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais complètement perdue lorsque je suis arrivée chez LinkedIn. J'arrivais d'entreprises où j'avais des tas de tableurs dans tous les sens, des tas de reporting. Et je suis arrivée chez LinkedIn et on m'a dit, voilà, tu vas piloter le pays avec une seule cellule d'un tableur Excel extrêmement simple à renvoyer une fois par semaine. Mais cette cellule, il faut qu'elle soit exacte. C'est ta prévision de revenus pour le trimestre en cours. Et elle doit être exacte à 1% près. Je n'ai pas 72 tableurs à faire, j'ai une cellule à remplir. Cet exemple-là, il s'applique pour tout et en particulier pour les sujets d'engagement, de management et de leadership. Faisons très peu de choses, mais faisons-les très bien comme des artisans. Bien noté. C'est une bonne manière de voir les choses, effectivement. Le mieux est l'ennemi du bien. Amsi, à ton point de vue sur justement une bonne pratique pour l'expérience employée? Oui, ce que je voudrais partager, c'est cette évolution que j'ai pu constater entre le début de ma carrière et maintenant en termes d'implication des managers. Et c'est ça la bonne pratique que je voudrais citer. J'ai connu, bon, ni à Novartis, ni à Vivo Énergie, ni à Shell, hein, la période où la prévision des formations ou des mouvements de carrière ou des opportunités de mobilité, etc., se décidait entre le DRH, et en l'occurrence la très jeune RH que j'étais, et le DG ou le DAF ou un des directeurs. Point. Beaucoup de choses se décidaient par une personne, en général le DG d'ailleurs, hein, qui avait contrôle sur un budget de formation, sur des opportunités de développement, qui, en fonction de sa perception de l'un ou l'autre, prenait des décisions parfois très subjectives d'opportunités de développement, de formation ou de quoi que ce soit pour quelqu'un. Et progressivement, l'expérience a montré et les pratiques en entreprise ont évolué aussi pour remettre finalement le line manager au centre de la carrière de son collaborateur. On pense souvent à tort que certaines problématiques et certains process dans l'entreprise relèvent exclusivement de HR. Le onboarding que tu citais tout à l'heure, c'est HR. Les plans de développement, c'est HR. Les plans de succession, c'est HR. Les opportunités de mobilité, c'est HR.
Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire non. HR reste en support, bien sûr, et apporte un certain nombre d'outils, de perspectives au manager, mais il faut que le manager reprenne sa place de premier HR, comme on le dit parfois, dans la carrière du collaborateur. Et pour moi, ça, c'est une bonne pratique qui impacte l'expérience employée. Parce que le manager et sa recrue ou son employé ont beaucoup plus que RH la possibilité de tisser cette relation sur le long terme dans lequel un vrai dialogue sur la carrière de quelqu'un peut se tenir. C'est parmi ces deux-là que le onboarding peut devenir un enjeu majeur. HR peut définir un cadre, HR peut venir en support, HR peut faire un follow-up hebdomadaire, mensuel, trimestriel, la première année, etc. Mais au final, la nouvelle recrue sera en contact quasi quotidien avec qui? Son manager. Donc, vraiment, on peut continuer avec beaucoup d'exemples comme ça pour illustrer le fait que le line manager a un rôle critique à jouer dans cette expérience employée. Et c'est heureux de constater que quand même, de plus en plus, et dans beaucoup d'entreprises, on est conscient de ce rôle collectif, finalement, du leadership sur l'expérience employée. Et ce n'est plus juste, voilà, c'est une question RH, mes collaborateurs ne font pas de formation, RH, trouve-moi une formation. Non, est-ce que tu as discuté de leur plan de développement? Est-ce que tu as eu une discussion sur les compétences qu'ils ont ou qu'ils doivent développer, leurs aspirations, etc. Cette conversation-là, elle a lieu en premier lieu avec le manager. Et ça, c'est vraiment tu demandais une bonne pratique, c'est vraiment la bonne pratique personnellement que je constate, que j'encourage dans mon environnement actuel qui est en vigueur, et on se rend compte que qu'est-ce que ça suppose pour nous RH aussi derrière, c'est quand même s'assurer qu'on a des managers qui peuvent jouer ce rôle-là, qui sont conscients de ce rôle-là, qui en termes d'encadrement de leurs collaborateurs, de capacité à mener une vraie discussion de développement, de capacité à donner un feedback de façon constructive. Fabienne le disait tout à l'heure. Ça suppose que, voilà, pour l'expérience employée, on a des actions à mener aussi sur les managers de ces employés-là, qui deviennent un des maillons importants de cet objectif-là. Voilà. Donc, c'est vraiment une pratique personnellement que j'encourage, que je trouve particulièrement efficace pour contribuer à cette expérience employée dont tu parles, à tous les niveaux de la carrière. Effectivement, c'est très juste. Hein. L'implication du management dans l'accueil, la progression des membres de son équipe est évidemment primordiale. Et encore une fois, on en revient au HR Business Partner, la nécessité d'être en lien avec le business et donc les managers. Je voudrais qu'on prenne seulement 10 minutes parce que je sais qu'on va être attendu sur les Q&A à la fin et je ne voudrais pas créer trop de frustration. Donnons-nous juste 10 minutes pour aborder un thème qui a déjà un peu pas mal infusé dans la discussion, qui est celui de la marque employeur. Et je pense que c'est un sujet qui est encore plus important aujourd'hui dans un environnement, dans un contexte post-crise sanitaire mondiale, qui montre bien la nécessité, ou en tout cas l'envie des collaborateurs aujourd'hui de s'insérer, de grandir, de progresser dans une entreprise bienveillante, de donner du sens à leur carrière. Fabienne a souligné le fait de mettre en place des valeurs qui soient cohérentes et en interne, en externe, et qui incarnent un leadership. Je préfère vraiment vous laisser une question ouverte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire chacune à nouveau encore sur la marque employeur, sur peut-être son évolution au cours des dernières années et sur l'importance que vous y attribuez chacune pour que ce soit en phase, que la transparence se retrouve et l'implication se retrouve de bout en bout de la chaîne. Amsi, tu veux commencer? Alors, je vais commencer en évoquant aussi quand même une réalité de nos contextes qui fait que souvent, on a tendance à tort à
overlook la question de la marque employeur. La réalité, c'est que sur nos marchés, on a aussi des taux de chômage qui sont extrêmement importants et à tort, hein, je le dis encore une fois, beaucoup d'entreprises et beaucoup de multinationales, hein, il faut dire la vérité, considèrent que c'est une opportunité que je t'offre de te recruter chez moi. C'est une opportunité que je te donne. De t'employer chez moi. Et en tant que multinationale, j'ai peut-être des pratiques meilleures que les entreprises nationales, etc. Donc, je considère presque que c'est une faveur que je te fais. Je l'évoque parce que c'est une certaine réalité. Hein. Je ne dis pas qu'elle est générale, et encore une fois, à tort, mais je l'évoque parce qu'il faut être conscient de ce biais potentiel-là chez les employeurs. Après, ça change et ça doit changer nécessairement. Parce que les profils qu'on recrute, je ne vais pas rentrer dans l'analyse de tout ce qui est millennials et les attentes des uns et des autres, etc. Mais on constate que finalement, la marque employeur, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à la capacité d'attraction, elle contribue aussi à la capacité de rétention. Et la capacité de rétention se joue à beaucoup de choses et pas uniquement à la perception de la marque, que ce soit de la marque employeur en interne comme en externe. Donc, cette notion de marque employeur, j'ai vraiment envie de l'inscrire pour te répondre dans quelque chose de plus large qui va faire référence à finalement la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes de ses collaborateurs et plus en interne finalement qu'en externe vis-à-vis de ses possibles ou potentiels recrues. En tout cas, moi personnellement, dans mon expérience personnelle, mon enjeu de marque employeur aujourd'hui, à date, il se joue plus en interne qu'en externe, pour différentes raisons, hein, de réorganisation aussi, etc. Et dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est la proposition de valeur à l'employé dans son ensemble. La marque employeur en fera partie, les conditions de travail qu'on peut proposer en font partie, les enjeux de rémunération en font partie, les enjeux de perspective de carrière, de mobilité, que ce soit cross-fonctionnel ou cross-régional même en ce qui me concerne. Tous ces enjeux-là, finalement, contribuent à la marque employeur, la culture d'entreprise et les valeurs qu'on véhicule et qu'on démontre au quotidien et surtout dans les périodes de crise, ça aussi, ça contribue à la marque employeur. Donc voilà, l'enjeu de marque employeur, pour moi, il évoque vraiment différentes dimensions et selon le contexte, certains aspects vont prendre une importance supérieure à d'autres pour la construire. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je laisse les 5 minutes restantes à Fabienne. Fabienne, on t'écoute. Oui, alors moi je rejoins tout à fait Amsi sur les différents ingrédients de la marque employeur d'une part et son positionnement. Ce que j'ajouterais, c'est que ce qui me paraît important, c'est que cette marque employeur, elle soit véritablement incarnée et incarnée de manière authentique. Incarnée de manière authentique par l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Parce qu'effectivement, Amsi le soulignait, parfois on a tendance à se dire la marque employeur, c'est pas très important parce qu'aujourd'hui, voilà, je fais une faveur de recruter alors qu'il y a un taux de chômage extrêmement important. Pour autant, la marque employeur, elle parle aussi, je le disais tout à l'heure, à des clients potentiels ou à des clients actuels. Donc, les dirigeants se doivent d'être présents pour incarner cette marque employeur et en particulier dans des périodes de crise, sur également des sujets de rétention. On l'a vu, les dirigeants sont, pardonnez-moi l'expression, mais montés au créneau pour incarner de manière authentique et humaine, et quelle que soit la taille des entreprises, ce qu'il se passait chez eux, ce qu'ils faisaient pour leurs collaborateurs, ce qu'ils faisaient pour leurs clients, ce qu'ils faisaient pour leur marché ou pour leur économie. Et la deuxième des choses, c'est que la marque employeur, elle doit être également incarnée par les collaborateurs de l'entreprise. Je fais confiance à qui pour travailler dans une entreprise, la rejoindre ou pour y rester?
eh ben, je fais confiance à mes collègues, je fais confiance à ceux qui vont parler comme moi. Et donc, le meilleur vecteur, la meilleure incarnation possible, c'est ceux qui traduisent le vécu réel du terrain dans l'entreprise. Donc, les collaborateurs d'une part, les dirigeants d'autre part. Très bien, très clair. Alors, juste un dernier point sur la marque employeur, parce qu'effectivement, on ne l'a pas abordé, hein, mais on sait qu'aujourd'hui, le sujet en Afrique est très prégnant et objectivement, il fait sens clairement. Aujourd'hui, tous les groupes internationaux, panafricains, sont à l'affût du fameux talent issu de la diaspora, qu'il ait été éduqué, première expérience en Europe ou ailleurs, et désireux de venir ou revenir sur le continent africain. Est-ce que la marque employeur, telle que vous la vivez ou telle que vous l'avez adressée, a un positionnement ou doit avoir aussi un positionnement spécifique sur justement ces talents issus de la diaspora, qui sont rares, qui sont recherchés, qui se font désirer aussi beaucoup, hein? Amsi, peut-être. Alors, en ce qui me concerne, je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de ce que tu dis. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Je ne porte pas une parole universelle. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan du profil repat. Parce que j'ai eu, ne serait-ce que sur les 18 derniers mois, j'ai eu un certain nombre d'expériences malheureuses avec des profils repat, de désistement la veille du jour de l'arrivée prévue. Et voilà, et ce genre de choses. Au-delà de ces expériences, voilà, de ces exemples un peu triviaux, la vraie question qui se pose pour moi, c'est comment je mets en balance toute la logistique derrière. Et OK, vous voulez revenir dans votre pays, très bien. Est-ce que votre projet de retour est vraiment mature? Est-ce que réellement ce type de profil est rare et exceptionnel au point que j'accepte le coût possible additionnel, parce que souvent il y a un enjeu de je t'assiste à revenir, etc. Le délai supplémentaire que ça peut prendre, parce que toi, tu envisages peut-être de rentrer dans 6 mois, mais moi, c'est maintenant que j'ai besoin de ma ressource. Est-ce que vraiment je vais t'attendre 6 mois? Est-ce que toute la discussion de non, moi, aujourd'hui, je gagne tant d'euros, oui, mais moi, je ne fonctionne pas en euros, je parle en francs CFA. Donc, tu t'ajustes ou tu restes chercher un travail en euros. En réalité, je caricature un petit peu, mais c'est pour vraiment montrer les extrêmes de la discussion. Est-ce que cette énergie-là et ce travail-là m'apportera plus de valeur finalement que le profil similaire, hein, parce qu'à quelques exceptions près, à quelques types de profils très spécifiques, de compétences très ciblées, très spécifiques, métiers, etc., quand on est sur des profils plus standards, je dis n'importe quoi, de comptabilité, de juriste, de marketing, de finance, etc., pourquoi est-ce que je traverserai tout ça alors que c'est des profils que je peux trouver localement, de gens qui justement connaissent la culture locale, l'environnement économique local, le marché de l'emploi local, les informations, marché local. Finalement, personnellement, mon avis personnel, vraiment, qui n'engage que moi, c'est que non, toute la discussion repat, là, elle n'a pas lieu d'être en tant que telle. La vraie discussion, c'est je regarde des profils et je fais l'effort conscient d'ignorer leur provenance. C'est ça, finalement, la vraie ouverture. J'ignore leur provenance et je les mets en balance. Il se trouve que, OK, l'un d'entre eux est à l'international. OK, je lui donnerai la même chance. Et en ce qui me concerne, il faut vraiment que je lutte de façon consciente contre le biais de dire « Ouh, ça là, voilà, un autre, ça va être compliqué. Bon, attends, je préfère appeler d'abord celui-là qui est là localement. Je peux l'inviter à un entretien. Demain matin, il vient, je le vois, plutôt que toute la complexité de l'autre, etc. » C'est des biais. Il faut être conscient de ces enjeux-là pour remettre la discussion sur les repats et sur les compétences de la diaspora à sa juste place. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais selon les industries, selon les types de profils, il faut vraiment relativiser ce qu'on appelle profil recherché et non, pas forcément recherché.
à moins que réellement la compétence, la valeur ajoutée derrière ou le type de profil, ça se joue vraiment de manière très individuelle et très ciblée. Encore une fois, c'est mon expérience que je partage, hein, ça n'engage que moi. Mais je pense que c'est bon aussi d'entendre ce discours-là pour ne pas s'imaginer que, bon voilà, je suis de la diaspora, je trouverai plus facilement que le profil qui est là, qui connaît le marché, qui a déjà des expériences antérieures sur le marché. C'est très individuel et au cas par cas, vraiment. Non, mais merci pour cette leçon, Amsi, parce que je pense qu'effectivement, c'est un point qui méritait également d'être précisé. Beaucoup de fantasmes autour de ce sujet, bien sûr, mais beaucoup ton pragmatisme et de ce que je vois en commentaire, j'ai l'impression que ça a rencontré un certain écho positif, évidemment, dans l'audience qui est là aujourd'hui. Donc, encore une fois, bien vu d'avoir mis ce point ici à l'honneur. Fabienne, tu veux rajouter quelque chose sur ce point précis de la diaspora ou on peut rien de plus à ajouter. Merci Marie. Très bien. Alors, je vous propose qu'on démarre effectivement les questions-réponses qui sont nombreuses. Alors, j'ai essayé de les rassembler un peu par thématique. Il y a une première question, c'est vrai qu'on n'a pas abordé en introduction, mais je pense qu'également le mot talent fait fantasmer beaucoup de théorie derrière. Si vous deviez résumer en 1 ou 2 mots, qu'est-ce qui est un talent pour vous? Que diriez-vous chacune? Fabienne, peut-être? Moi, je dirais que c'est un professionnel qui a les compétences techniques et comportementales qui permettent de répondre au poste que j'ai à ouvrir à l'instant T. Très bien. Donc, comportement et effectivement expertise technique. Absolument. Je partirai sur le terme que Fabienne a utilisé, comportement, pour parler d'attitude au sens large. Je ne résiste pas à l'envie de placer ma petite citation du moment de Zig Ziglar, qui est un coach et auteur américain que vous devez connaître. Ce ne sont pas tes aptitudes, mais ton attitude qui détermine ton altitude. Pour moi, le talent, c'est celui qui, en entreprise, aura certes les aptitudes techniques, et ça, tout le monde les a, sinon personne ne serait recruté. Donc, en ce sens, tout le monde peut être un talent, si on veut voir ça comme ça, mais avec cette dose supérieure de savoir-être, donc d'attitude, de capacité à délivrer des résultats, de capacité à être autonome, de capacité à faire l'extra mile, d'engagement, de capacité à être solution oriented, à identifier, à analyser une situation, à faire face à de la complexité, etc. Donc, un aspect comportemental en termes d'attitude qui va déterminer un potentiel à atteindre une plus grande altitude et une évolution en termes de seniorité, de carrière, de poste qui sera supérieure dans l'entreprise. C'est ça pour moi le talent. Très bien, bien résumé aussi. Et j'ai noté la citation. Je vais la garder en tête. Un point qui est revenu, et tu l'as notamment évoqué, Amsi, c'est justement l'importance du lien entre les RH et le line management. Voilà, moi j'ai eu comme commentaire, oui, mais souvent pour les managers, les RH, c'est un petit peu mis de côté, ils n'ont pas trop envie de se mêler avec eux. Toi, du coup, de ton expérience, comment as-tu réussi et que conseilles-tu finalement aux autres RH pour arriver à impliquer leur management et t'accompagner finalement, toi, dans la stratégie que tu veux déployer? Écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir souvent laissé le choix. Je pense que ça tient au discours qu'on leur tient. Je pense que ça tient à l'assurance et à la confiance des RH dans leur juste place dans l'organisation, qui est une fonction de support. Donc, si après, personnellement, on porte cette place-là et ce discours-là, on est en mesure de dire à son manager, OK, tu as eu un problème de sous-performance. OK, tu veux que moi, je lui fasse le feedback? Ben non, en fait, toi, tu vas lui faire le feedback. Et je vais t'aider, je vais t'outiller, je peux même faciliter cette discussion, je peux rester assise à côté de toi et t'aider, mais c'est ta discussion, ce n'est pas la mienne. C'est juste un exemple que je donne pour dire que finalement, cette relation-là avec le manager, elle tient
a la capacité à rester constant dans le discours et dans l'approche devant toutes les situations quotidiennes qui se manifestent dans la relation entre le collaborateur et son manager. Après, voilà, je pense qu'en tant que HR, on a un enjeu important de construire la relation avec le manager pour qu'il se sente soutenu dans ses difficultés, qu'il ne se sente pas jugé, qu'il ne sente pas qu'on rejette aussi une responsabilité sur lui. Non, c'est une responsabilité conjointe. Donc, voilà, je pense que comme dans toute relation professionnelle, ça se joue à la capacité à se comprendre, à communiquer pour chacun les objectifs de cette action, de cette discussion en particulier. Ça se joue à la relation de confiance qu'en tant que HR, on peut construire avec ses clients internes. Ça reste des clients internes, les managers. Donc, on a aussi l'obligation de s'assurer qu'on répond à leurs attentes. Et parfois, répondre à leurs attentes, c'est aussi leur dire non, ça c'est ta responsabilité, tu vas le faire et je t'assiste pendant que tu le fais. Je suis sûre que tes managers, effectivement, doivent bien suivre et comprendre. Je ne sais pas. Il vaut mieux qu'ils aillent dans ton sens. Fabienne, j'ai une question qui a été soulevée, enfin en tout cas un point qui a été soulevé déjà à 2 reprises dans les questions. Alors on l'a évoqué, hein, l'Afrique est très hétérogène, du coup l'impact, le taux de pénétration de LinkedIn peut être parfois plus faible selon certains pays. On m'a notamment parlé du Niger dans les questions. Quelle est la stratégie ou la capacité de LinkedIn d'arriver à faire progresser justement son taux de pénétration dans ces pays-ci, de sorte que les talents qui sont sur place puissent un peu plus émerger, se marketer comme on l'a vu, et puis du coup participer un peu plus de la vie économique, sociale sur le pays, hein. Oui, si tu me permets, je vais également revenir un instant sur la question précédente du business partnership entre HR et business. Nous, ce qu'on a constaté et ce qu'on constate avec les équipes RH avec lesquelles on travaille et qui ont en permanence la nécessité de faire en sorte que ce partenariat soit fondé sur de la valeur, ce qu'on constate, c'est que à chaque fois, c'est accéléré ou renforcé lorsqu'ils sont en capacité de démontrer qu'ils peuvent aider les managers à prendre des décisions éclairées. Et donc, à prendre des décisions éclairées sur la base, encore une fois, de données. Et je reboucle avec ce qu'on évoquait au tout début de notre conversation, qui sont les insights. Quand les HR sont en capacité d'arriver autour de la table avec un rapport extrêmement complet sur, voilà, tu as besoin de recruter telle nature de profil dans tel pays, à tel endroit ou dans telle ville. Voilà les données, voilà ce que font tes concurrents, voilà le rythme auquel tes concurrents recrutent, voilà le nombre de personnes qui sont parties, voilà où elles sont parties et comment. Alors le regard qui est la nature du dialogue qui s'engage est radicalement différente. Ça, c'est vrai pour les données de recrutement, mais c'est vrai pour les données d'engagement, c'est vrai pour les feedbacks en termes de formation, c'est vrai pour l'employabilité. Donc, plutôt que de parler de fonction support, moi, je parlerais d'aide à la décision et d'aide à la décision éclairée. Sur la pénétration de LinkedIn, je le disais précédemment, effectivement, 3 chiffres, 690 millions de membres dans le monde, dont effectivement la diaspora dans l'ensemble des pays du monde entier et pas seulement en Europe, 19 millions en Afrique seulement, la majorité en Afrique du Sud. Alors, je ne connais pas exactement les chiffres pour le Niger, mais effectivement, l'essentiel aujourd'hui de nos activités sont principalement en Afrique du Sud, au Maroc ou au Nigeria. Comment, je dirais, amplifier cette pénétration? Ça marche par des événements tels que ceux que nous faisons aujourd'hui. Nous faisons énormément d'événements, non seulement à destination des entreprises, mais surtout à destination des membres et des professionnels pour les aider à monter leur profil LinkedIn. Ça peut être fait également par les entreprises et les groupes panafricains et les multinationales peuvent être un formidable vecteur également pour travailler sur ce profil, sur ce personal branding qu'Amsi évoquait précédemment.
et un profil LinkedIn en fait partie. Donc voilà, c'est la manière dont on peut le travailler. Après, ça ne règle pas un autre facteur qui est bien plus large que notre activité, qui est celui de la fracture digitale, qui est vrai effectivement en Afrique, mais qui est vrai également partout en Europe. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec bon nombre de NGO pour essayer de contribuer le plus activement possible et de manière extrêmement pragmatique à la réduction de cette fracture digitale et à l'accès au digital, qui est un autre sujet. Oui, non, effectivement, la fracture digitale reste évidemment un obstacle qu'il faudra encore pouvoir solutionner. Merci en tout cas pour ce point de vue également. J'ai évidemment des questions qui sont vraiment liées à l'actualité du marché de l'emploi en Afrique. Alors j'ai une question et je voudrais tout de suite la démentir, mais je pense que vous serez vraiment d'accord avec moi, qui est que dans un contexte post-Covid, moi à titre personnel, j'ai continué à recruter, à diffuser des annonces, les clients m'ont appelé. Et je voudrais rassurer les personnes qui peuvent douter soit de la véracité de réellement ces recrutements-ci, mais ces postes-là sont bien réels et ils ne sont pas liés à, à une manière très opportuniste du client final d'imaginer que ces recrutements vont être faits parce que les candidats vont être recrutés au rabais, parce que crise veut dire que les candidats vont perdre leur emploi. Et donc, si on recrute, c'est parce que les packages salariaux vont être tirés vers la baisse. Voilà, c'est une question que j'ai eue. Je pense qu'aucune de vous deux ne démentira ne dira le contraire. Donc, je rassure, les opportunités qui sont en cours sont bien réelles. Et moi, à mon sens, témoigne plutôt au contraire d'un optimisme, mais qui est juste, mesuré, pragmatique sur les potentiels business en Afrique. Nos clients et non-clients d'ailleurs, effectivement, sont tenus à recruter encore une fois des compétences pour faire progresser leur business. Donc, ils recrutent toujours. C'est un très bon signe parce qu'ils sont optimistes sur le marché africain. Cette question m'a surprise et je préférais la démentir tout de suite. On ne tire pas les salaires à la baisse avec les opportunités qui sont en cours. En revanche, du coup, Amsi, Fabienne, quelles sont les tendances actuelles du recrutement que vous constatez sur le marché? Comment voyez-vous un peu tout cela? Alors, je vais parler plus généralement, pas spécifiquement sur le continent africain. On constate plusieurs choses. La première des choses que je tiens à souligner, et malgré l'observatoire que nous avons chez LinkedIn, les signaux faibles que nous recevons aujourd'hui sont encore très disparates ou incohérents les uns avec les autres, très différenciés selon les secteurs d'activité, selon évidemment les pays, et dans un même secteur d'activité, dans un même pays, selon les fondamentaux financiers en particulier, anté-Covid des différentes entreprises. Donc l'impact de la crise et leur réaction à l'emploi, elle est très très différente selon ces critères-là. Et donc, il est encore difficile de donner un diagnostic et une tendance. Et en tout cas, chez LinkedIn, on essaye d'être extrêmement prudent. Pour autant, ce qu'on constate, lorsqu'on analyse les courbes d'embauche, les taux de recrutement selon l'ensemble des pays, c'est qu'en fonction des rythmes de déconfinement, on voit des courbes extrêmement semblables où effectivement une baisse des offres d'emploi extrêmement drastique sur les premiers mois de confinement et ensuite une reprise à un certain rythme. La nature de cette courbe, elle est très très semblable pour la plupart des pays avec uniquement un décalage en fonction du rythme de déconfinement. Je vais prendre les deux exemples que sont la Chine et l'Italie et la France derrière. On remarque exactement les mêmes rythmes de courbe avec 3 à 4 semaines de décalage. Donc ça, c'est un signal
patents que l'on constate et sur lesquels on se fonde. Enfin, dernier commentaire, ce qu'on observe également, c'est évidemment la formidable aspiration des métiers digitaux. Alors, des métiers digitaux ou des métiers qui se sont transformés et qui nécessitent maintenant une forte compétence digitale. Je vais prendre un exemple, certains métiers du marketing. Certains métiers du marketing nécessitent maintenant d'avoir une très forte compétence digitale. C'est un métier qui était déjà assez pénurique ante-Covid, qui aujourd'hui a des taux de recrutement extrêmement forts et dont on anticipe que cette pérennité en termes de tension va perdurer, d'où la nécessité pour les entreprises et les États, évidemment, de travailler les sujets de formation sur l'ensemble des sujets digitaux. Merci pour cette analyse, Fabienne. Amsi, ton point de vue également sur les tendances actuelles du recrutement? Écoute, en ce qui me concerne, les tendances, enfin, il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à mes prévisions de recrutement ou mes plans de recrutement de cette année. Ce qui a changé, c'est peut-être le timing. Et force est de constater que voilà, cette crise du Covid a effectivement chamboulé pas mal de plans, chamboulé un petit peu l'activité et remis en cause finalement la nécessité de recruter ou de renforcer certaines équipes à un moment donné, etc. Bon, ce que je peux constater, en tout cas, au-delà maintenant de mon cas personnel, c'est que sur les marchés que je connais, il y a un ralentissement réel de l'activité qui impacte donc les décisions de recruter pour la plupart des entreprises. J'ai autour de moi des exemples factuels d'amis DRH ou chefs d'entreprise qui ont levé le pied sur leur projet de recrutement, de développement de leur activité, etc., compte tenu du contexte actuel. Après, l'enjeu, c'est aussi à quel moment est-ce que je relance ces plans de recrutement et de relance de mon activité alors que les signaux ne sont pas encore tous au vert? Et je pense que ça se joue à ça, cet équilibre-là à trouver entre le moment où on enclenche quand même son plan de relance, entre guillemets, de l'activité, de telle sorte qu'on soit prêt, en fait, au moment où les choses vont se stabiliser. Donc, c'est la seule tendance que je constate, c'est vraiment ce petit jeu-là d'équilibriste et de mitigation, finalement, de l'impact négatif de la situation, l'impact négatif de la situation actuelle sur le business et les résultats de tout le monde. Donc, voilà, la seule tendance, vraiment, c'est apprendre à gérer l'incertitude et à prendre des décisions dans un contexte encore plus incertain avec des données, Fabienne le disait tout à l'heure, sur lesquelles on n'a pas de recul. Donc, on ne sait pas encore, c'est très nouveau pour nous tout ça, donc ça peut changer dans un mois, ça peut, voilà. Donc, la seule tendance, c'est l'agilité, la nécessité de gérer cette incertitude-là et puis finalement une forme de fatalité par rapport à cette année et au fait que l'impact est réel sur le business, mais sur aussi les plans de recrutement, les plans de développement, sur tout ce qui était prévu en début d'année par les entreprises. Je ne saurais pas dire beaucoup plus que ça pour le moment. Non, mais je pense que c'est pas la peine non plus. Je pense que encore une fois, on est dans une discussion de transparence. On l'a évoqué d'ailleurs. Je pense qu'il faut être très honnête à la fois dans les informations qu'on a à l'heure actuelle et puis dans le flou qui caractérise aussi les marchés, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en Europe aujourd'hui. On est dans l'ajustement, je pense, permanent. En espérant tous une stabilisation et quelque chose de plus positif à partager tous ensemble. Mais voilà, il faut rester mesuré, je pense, et tu as raison pour le moment. On arrive au terme de ce We Had Talk. J'ai moi noté quelques mots-clés qui ont pu être dits tout au cours de cette conversation. On a parlé d'anticipation, de l'importance de la data, des informations. On a évoqué la nécessité de clarté, de transparence dans la durée. On a souligné aussi l'importance du feedback
à tous les niveaux dans l'entreprise, et donc par là même aussi de l'implication du management. Voilà, je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire, évidemment, sur tous les enjeux du capital humain en Afrique. Et je pense que voilà, c'est aussi un work in progress toujours. Et je suis assez convaincue qu'effectivement, de par des échanges comme celui-ci, les échanges que vous pouvez avoir chacune de votre côté de manière informelle vont continuer à faire évidemment progresser, diffuser des idées. Alors, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai été ravie d'échanger avec vous et d'animer ou modérer ce WIA Talk. Merci à tous les organisateurs de WIA également. Merci Fabienne et merci Amsi. Et j'ai envie de vous laisser à chacune le mot de la fin également, puisque je pense que l'ensemble des auditeurs a été ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc Amsi, Fabienne, je vous propose de clôturer chacune. Écoute, très rapidement, je vais juste te remercier, Marion, pour cette opportunité que tu nous as donnée à Fabienne et à moi de partager un petit peu notre expérience, notre vision des choses. Je pense que ce genre de discussion est important parce que l'Afrique est de plus en plus présente dans les discours et dans les plans d'avenir et objectifs de beaucoup de groupes, beaucoup d'employeurs. On a encore beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori. Beaucoup de conceptions pas toujours justes de la réalité et c'est important de pouvoir remettre les choses dans leur contexte et je pense que nous autres, leaders africains qui travaillons, qui vivons aujourd'hui en Afrique, nous avons une responsabilité réelle pour montrer la réalité à laquelle nous sommes confrontés, pour montrer les niveaux de standards auxquels on peut amener nos employeurs, pour ce qui est de la fonction RH en tout cas, et on a une vraie responsabilité pour faire changer le regard, pour faire changer le discours, et pour réellement montrer que oui, l'Afrique est le continent d'avenir en termes de business, et que réellement, on a des talents localement, on a réellement la possibilité de faire éclore ces talents dans le cadre de relations équilibrées et d'emplois équilibrés sur le continent. Donc, voilà. Merci à vous, merci à tous les participants et puis à très prochainement. Fabienne, à toi. Merci beaucoup. Merci Marion pour cet échange. Merci à toute l'équipe WIA également, non seulement pour cet échange, mais pour l'ensemble de leurs actions en faveur de l'Afrique et en faveur en particulier des femmes en Afrique, parce qu'on a peu abordé le sujet de la mixité, mais j'espère qu'on aurait l'occasion d'avoir une autre conversation sur ce thème-là qui est extrêmement important à titre personnel et pour nos entreprises. Donc, merci pour cet échange. J'espère également, et je vous invite tous à faire perdurer notre relation via LinkedIn et restons connectés et à la disposition de chacun d'entre vous, puisque notre propos, c'est de tendre la main et d'aider chaque professionnel dans son parcours. Donc, à votre disposition, ainsi que l'ensemble des équipes LinkedIn en France et en Afrique. Merci beaucoup Fabienne, merci Amsi, merci aux équipes de LinkedIn et merci aux équipes de WIA également pour tout ce support. Et puis on se dit tous à très vite à Marrakech, à Dakar, à Paris, peu importe. Merci beaucoup, je pense que WIA va couper et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.